Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Dans une enquête tout à fait hors norme, 20 minutes TV dénonce le fonctionnement de France Travail. Notre partenaire a recueilli des dizaines de témoignages qui soulignent un système sous pression et qui délaisse des milliers de chômeurs, extraits dans cette édition dans un instant. Les vendanges, comme si vous y étiez dans ce journal, nous vous emmènerons à Épernay en Champagne. Nous découvrirons des images exclusives sur des vendanges exceptionnelles. Ce moment est crucial dans l'année, c'est surtout à ne pas manquer, vous verrez. Elle existe plus que jamais, la profession de maréchal ferrant est un métier ancestral, mais d'une grande utilité dans le monde de l'équitation. Nous découvrirons ses secrets dans ce journal. Et puis nous partirons à la rencontre d'un prodige. À 10 ans, Jules est déjà champion de France de puzzle, une discipline qui demande une très grande concentration pour résoudre chaque partie de ce jeu, à découvrir en fin de journal. Je vous le disais dans les titres, durant plusieurs mois, la rédaction de 20 minutes TV a mené une enquête sur le fonctionnement de France Travail. Ils ont recueilli des dizaines de témoignages qui dénoncent un système sous pression, entre des dossiers mal suivis, des droits non notifiés et parfois des pratiques qui laissent sur le carreau des milliers de chômeurs. Écoutons Yann Gardin, un ancien salarié sur le plateau de 20 minutes TV. J'ai compris que mon établissement était capable, sur plusieurs sujets, de ne pas respecter la loi et de spolier les droits des usagers. Et non seulement donc il ne se passait rien, mais en plus de ça, moi je subissais de l'intimidation par tous les moyens classiques, c'est-à-dire de harcèlement, donc des remontrances, des entretiens de recadrage, qui étaient en fait des entretiens de décadrage, puisqu'on me demandait de suivre les consignes et de ne pas suivre la loi. Et puis des sanctions, hein, j'en ai eu crescendo, avertissement, mise à pied et puis in fine licenciement. Et sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission spéciale sur le site 20minutes.tv, nos partenaires. Toujours dans l'actualité, le nombre d'homicides est en augmentation un peu partout en France. Outre-Atlantique, la Martinique recense déjà un 30e homicide en 2025, soit un de plus que sur toute l'année 2024. Un constat dramatique que nous raconte notre partenaire sur place, ATV Martinique. Regardez. Sombre période pour la Martinique qui enregistre son 30e homicide et le 26e par arme à feu. Au-delà des chiffres, c'est une grande frange de la population qui s'inquiète de la montée de cette violence dans l'île. C'est trop. On n'aurait jamais dû arriver à ce stade-là. Tant qu'il n'y aura pas de suivi plus approfondi, les choses n'y vont pas comme il faut. J'ai du mal à comprendre. D'ailleurs, c'est incompréhensible. Incompréhension de la population martiniquaise qui fait face à de plus en plus d'actes de violence exacerbés par la prolifération d'armes à feu. Venus principalement des États-Unis, des fusils mitrailleurs, des fusils à pompe ou des armes de poing, récupérés en grand nombre lors de contrôles sur la voie publique. Que ce soit à des fins criminelles ou en réponse à un sentiment d'insécurité, on s'en procure de plus en plus pour les utiliser. On a accès à des tas de choses, des tas de films qui font relativiser sur la violence, des jeux pour notre jeunesse vidéo qui sont très violents. En fait, toutes ces choses, on croit que c'est insignifiant. Les injustices aussi peuvent avoir un poids énorme. Ce que nous avons vécu ces derniers temps avec le coût de la vie. Face au phénomène, les autorités organisent la riposte. Sensibilisation du public, lutte contre la prolifération des armes, multiplication des interpellations par les forces de l'ordre et durcissement des peines des possesseurs illégaux d'armes par le parquet. Un nouveau groupe spécialisé dans le trafic d'armes vient aussi de voir le jour. En préfecture, on a voté la création d'une cellule qui va enquêter uniquement sur le trafic d'armes en Martinique. Et ils vont avoir le matos dernier cri et ultra puissant pour pouvoir justement chercher et aller récupérer les armes là où il faut et également ceux qui le vendent et ceux qui en détiennent. On a pris du temps pour comprendre les choses, maintenant on a compris, on avance. La lutte contre le trafic d'armes est en marche pour faire taire les balles. Avec le 30e homicide, la Martinique passe un triste record quand 29 meurtres étaient recensés pour toute l'année 2024. La semaine dernière, nous avons vu comment le raisin est trié en période de récolte, et cela grâce notamment à l'intelligence artificielle. Voici désormais une immersion au cœur des vendanges. C'était la saison. Dans ce reportage absolument exclusif, nous allons découvrir les secrets de cette récolte spéciale pour l'élaboration du champagne. Des images exceptionnelles à Épernay avec le chef de cave. Regardez. Aujourd'hui, c'est jour de vendange. Et toute la Champagne est en effervescence. Nous sommes à moins de 10 km d'Épernay, sur la parcelle des Crayères. Benoît Gouez est le chef de cave de la maison Mouette et Chandon. Comme chaque année,
il a tenu à être présent dans les vignes à ce moment crucial de l'élaboration du champagne. C'est hyper important de comprendre ce moment de bascule aromatique. Et ça, c'est juste que de la dégustation. Donc c'est important de venir dans les vignes déjà pour se rendre compte de leur état, de leur potentiel, si elles sont à bout, si elles peuvent continuer encore, donc par rapport au feuillage, de voir les raisins, leur coloration, de pouvoir goûter les raisins. 4000 vendangeurs vont travailler pour la maison pendant une dizaine de jours, avec des contraintes liées à une vendange manuelle. On a quand même la particularité en Champagne d'élaborer des vins blancs avec des raisins noirs. Donc il faut que le raisin soit manipulé de manière très précautionneuse, de façon à ne pas venir tacher les jus. Et donc la vendange manuelle est un gage de qualité par rapport à ce respect de l'intégrité du raisin. Et puis pouvoir écarter éventuellement les raisins qui seraient abîmés, dégradés, de façon à ce que ça ne rentre pas dans nos cuves. Les vins de Champagne sont assemblés à partir des 3 cépages majoritaires de la région. Le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Des champagnes issus de 5 grands vignobles, dont la célèbre Côte des Blancs. C'est celle où on retrouve principalement le cépage chardonnay, parce que c'est là où on a la craie la plus affleurante finalement, très peu de terre et une craie très présente. Donc cette légèreté, elle est très prédisposée, elle s'adapte assez bien au chardonnay. Et effectivement, la maison y est très pesante, puisque là on est dans un vignoble historique. On est partout en Champagne, beaucoup dans la Côte des Blancs, mais quasiment sur l'ensemble des autres terroirs également. Les 1300 hectares de la maison constituent le plus grand vignoble de Champagne, dont la moitié sont classés grands crus et 25% premiers crus. Grâce à des vendanges exceptionnelles, l'année 2025 sera donc un bon cru en Champagne, mais le dérèglement climatique oblige les vignerons à modifier leurs pratiques. L'adaptation est une priorité absolue. C'est ce que nous explique Sybille Scherer, la présidente directrice générale de Moët & Chandon. Écoutons-la. Nous travaillons avec vraiment beaucoup de technologies pour nous adapter. Nous faisons de nombreux tests en utilisant des espaces plus larges entre nos vignes. Nous explorons également de nouveaux cépages qui pourraient être plus résistants. Il y a donc vraiment beaucoup de recherche et de développement au sein de nos équipes. Nous avons aussi un programme que j'aime vraiment beaucoup. Il s'appelle Essentia. Je l'appelle une bibliothèque vivante. Nous avons collecté plus de 2000 cépages anciens que nous avons tous plantés dans une seule parcelle et nous observons ce qui se passe avec le changement climatique. Tout cela demande innovation, précision, intelligence artificielle et technologie. Cependant, je pense que nous avons beaucoup à apprendre du passé. Et je pense que ce pont entre l'apprentissage du passé, l'apprentissage de ce que nos ancêtres ont vraiment bien fait et le connecter avec la technologie moderne nous mènera sur la voie pour continuer à créer des champagnes incroyables à l'avenir. En France, les festivals ont la cote. Chaque année, 30% d'entre nous se rendent dans ce type d'événement. Et si l'été reste synonyme de musique et de rassemblement, les coulisses racontent une toute autre histoire. Confrontés à une envolée des coûts et à des habitudes de consommation qui évoluent, de nombreux festivals peinent à trouver leur équilibre financier. Explication avec Puissance Télévision, Cécilia Richard. Regardez. L'été rime souvent avec festival. Dans les villes comme à la campagne, la saison musicale bat son plein, attirant des milliers de spectateurs. Mais derrière les scènes et les lumières, l'heure est à la vigilance. Selon le bilan 2024 du Centre national de la musique, 59% des festivals qui ont eu lieu lors de la saison ont rencontré des problèmes financiers. Une hausse généralisée des coûts techniques, artistiques, de sécurité ou encore logistiques en est la cause principale. Entre 2019 et 2022, cela représente une augmentation de 134%. Effectivement, au niveau des cachets, depuis le Covid, c'est très compliqué. Moi, j'ai des groupes qu'on touchait à 10-15 000 euros avant le Covid et maintenant, ils sont à 40-45 000 euros. Et puis après, il y a des frais aussi annexes qui sont rajoutés au fur et à mesure. Maintenant, la météo, on le voit bien, avec les risques d'orage et compagnie, on est quasiment obligé de prendre une assurance annulation. Et ensuite, on a des charges fixes qui ont augmenté au fur et à mesure. Alors, il y a les coûts de transport, par exemple. Il y a des locations. Et après, on a eu, par exemple, depuis 2 ans, il y a une nouvelle réglementation où on doit faire vérifier les scènes et les ouvrages de plus de 4 mètres par une boîte extérieure, par une société extérieure. 44% des festivals remplis à plus de 90% restent déficitaires.
Les coûts étant trop élevés comparés aux recettes récoltées malgré une progression des ventes de billets, certains organisateurs ont dû augmenter le prix de l'entrée pour essayer de pallier ce déficit. Pour certains, la gratuité est la solution pour lutter contre les difficultés financières. Quand on est un festival payant, à mon avis, parce que j'ai jamais organisé, mais quand on mise sur un festival payant, on va vendre des places avant, donc investir de l'argent. Et derrière, ce qui doit être très compliqué, c'est de rembourser cet argent. En 2023, 17% des Français ont déclaré avoir assisté à au moins un festival durant l'année, ce qui représente 2 points de moins qu'en 2019. Le tourisme de savoir-faire à la française est une exception en Europe et même dans le monde. Un tourisme pour faire découvrir autrement nos régions, en ouvrant les portes de nos entreprises et en valorisant le Made in France. En 5 ans, l'activité a bondi de 30%, atteignant 22 millions de visiteurs en 2024. Un coup de pouce pour les entreprises, comme l'explique ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux. Chaque semaine, 7000 bouteilles de bière sont produites dans cette brasserie artisanale. Une petite production afin de préserver le savoir-faire. On veut vraiment travailler et être un peu jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qu'on va être moins dans une bière expérimentale. Nous, on va essayer de prendre un style. Par exemple, notre bière blanche, c'est un style de LS, donc c'est une bière bavaroise. Et on va travailler ce style. Donc chacune des étapes de la production de la bière, on va être extrêmement vigilant pour essayer de faire un peu mieux à chaque fois. Dans le cadre de l'événement Ici nos savoir-faire, le public pourra visiter cette brasserie pour en apprendre davantage sur ses procédés de fabrication. Pour l'entreprise locale née il y a 11 ans, c'est un coup de pouce alors que la situation économique se montre difficile. C'est certainement un élément qui nous permet de compléter tous les éléments différents qu'on a mis en place pour faire vivre cette brasserie. En 2024, plus de 4 millions de personnes ont fait du tourisme de savoir-faire en Nouvelle-Aquitaine. Très plébiscitée, cette forme de tourisme cherche à reconnecter les citoyens à la valeur des productions et objets locaux. Aujourd'hui, c'est une visite qui a augmenté depuis 3 ans de 30%, à peu près 10% par an. Alors parfois, ça crée des vocations, ça génère souvent des ventes aussi, puisque finalement, on repart de cette expérience avec une visite où on a envie de repartir avec un souvenir. Mais c'est aussi parfois de l'enseignement, la sensibilisation. Coutellerie, porcelaine, textile. Du 22 au 28 octobre, vous pourrez pousser les portes de plus de 150 entreprises néo-aquitaines. Longtemps perçu comme un sujet intime, voire tabou, l'allaitement maternel est pratiqué par seulement 50% des femmes à la sortie de la maternité. Ces bienfaits sur la santé du nourrisson et de la mère sont pourtant largement reconnus par la science. Entre pression sociale, choix personnel, besoin d'information, un hôpital vosgien invite à libérer la parole et à valoriser ce geste si naturel. Reportage de Vosges Télévisions, regardez. L'allaitement maternel a sa semaine mondiale et une journée d'échange lui était consacrée jeudi à l'hôpital de Saint-Dié. En France, seuls 50% des femmes, 60% sur la déodacie allaitent en sortant de la maternité. Ce pourcentage atteint 98% dans les pays nordiques. C'est pas encore dans notre culture d'allaiter. C'est quoi les freins à l'allaitement maternel ? C'est la reprise du travail tôt, c'est le manque de formation du personnel pour accompagner les mamans, c'est toute la société qui n'est pas suffisamment réconfortante, soutenante pour les mamans. L'hôpital des Audaciens propose des consultations en lactation pour les mères à leur sortie de la maternité. Ça peut être tout simplement pour la diversification, quand il y a une grève de la tétée, quand on va reprendre le travail et qu'on doit instaurer le tire-lait. La mère adapte sa composition autant en anticorps, tout comme le gras, le sucre, les protéines, s'adapte au cours de la journée, au cours de la tétée. La biochimie est énorme sur le lait maternel. Nourrir son enfant au sein, c'est une préconisation de l'OMS et une relation fusionnelle entre la mère et l'enfant. Moi, j'ai très bien vécu l'allaitement de mes 2 enfants et honnêtement, ça choque pas mal de personnes parce qu'ils trouvent ça dégoûtant. J'ai voulu allaiter, essayer au moins, tout du moins, dès le départ, d'essayer d'allaiter. Et bon, les débuts étaient compliqués, difficiles à trouver le rythme, etc. Mais après, ça a coulé de source et puis maintenant, ça se passe très très bien. Ma maman n'a pas voulu allaiter, mais pas forcément la
l'allaitement, ma grand-mère non plus, donc je pense qu'on se refile les idées, quoi. Le congé pour allaitement n'existe plus en France depuis 1975. En revanche, le projet de budget 2026 prévoit un nouveau congé de naissance qui s'ajouterait au congé parental avec 2 mois supplémentaires pour rester auprès de son enfant. On estime qu'un peu moins de 200 000 femmes sont touchées chaque année par le cancer en France. Vivre avec la maladie est toujours très fatigant mentalement et physiquement. C'est pour cette raison qu'une association de la Loire pratique l'équithérapie, un moment de partage entre les femmes malades et le cheval. Écoutons des membres de cette association au micro de TL7 dans la Loire. Les chevaux, ils ont la particularité de venir décrypter les mots MAUX et on n'a pas forcément besoin de mettre des mots MOTS dessus. Hope propose des séances d'équithérapie entièrement gratuite aux femmes qui ont eu un cancer. Pour le corps médical, je suis un cancer, si vous voulez, un cancer à guérir. Et ici, je ne suis pas du tout un cancer à guérir. Ici, je suis Audrey, avec tout l'amour qu'elle peut avoir pour les chevaux, pour Nunki. Partons maintenant en Haute-Savoie dans ce journal. Nous allons découvrir Tanguy, qui exerce le métier de maréchal ferrant. Une profession ancestrale, discrète, mais toujours essentielle au monde du cheval. Entre passion, patience et force physique, 8 Mont-Blanc nous dresse un portrait authentique de ce métier. Myrtille Laurent Bourriou. Entre la fumée du fer chaud et le souffle du cheval, le métier de maréchal ferrant est un ballet de gestes précis. Depuis 10 ans, Tanguy Buot passe de ferme en ferme pour entretenir les sabots, ferrer ou simplement ajuster la démarche. Alors moi à la base, j'étais pas du tout du milieu de la maréchalerie ni dans les chevaux. Et en fait, moi ce qui m'a attiré, c'était à la base, je voulais travailler avec les animaux et travailler l'acier. Et en fait, mes parents, quand ils m'ont demandé ce que je voulais faire, je leur ai dit ça. Ils m'ont dit, écoute, il n'y a pas 36 métiers, on peut essayer maréchal ferrant. J'ai adoré. Un choix évident qu'il a mûri très tôt. Depuis, Tanguy vit au rythme des rendez-vous. Chevaux, poneys, ânes, poulains, tous ont leurs besoins et surtout leur humeur. J'essaie toujours de les approcher hyper doucement pour qu'ils comprennent que je ne suis pas là pour leur faire mal, que je ne suis pas agressif. Parce que vu que ça reste des proies, tous les équidés sont des proies, et du coup, forcément, de leur instinct, dès qu'ils se sentent bloqués, dès qu'ils se sentent pris ou agressés, ils veulent se barrer. Un savoir-faire technique, mais aussi une affaire d'écoute. Que ce soit des chevaux ou des propriétaires. Une bonne gestion des émotions. Après, généralement, les chevaux nous aident beaucoup à avoir ça. Un métier qui demande de l'écoute, mais surtout de l'endurance. Ouais, faut se tenir quand même un peu, s'il te plaît. Merci. Entre les déplacements, le poids des outils et la posture courbée, le corps est mis à rude épreuve. Tous les jours, c'est fatigant, ouais, ça c'est clair. Que ce soit pour le dos, physiquement, ou que ce soit pour le reste, les genoux aussi, les poignets, toute l'anatomie prend cher. Sous le bruit du marteau et l'odeur du fer chaud, Tanguy façonne, ajuste, soigne. Entre métal et vivant, il perpétue un savoir-faire rare, forgé dans la passion. Cordiste, c'est un métier où il ne faut pas avoir le vertige. Les cordistes sont des professionnels du travail en hauteur. On en compte près de 15 000 partout en France. Ces derniers sont d'ailleurs amenés à travailler dans des situations périlleuses comme des silos. Notre partenaire Télé-Nantes a pu assister à une formation de ces jeunes cordistes. C'est très intéressant. C'est dans ce silo à 12 mètres de hauteur que ces aspirants cordistes s'entraînent à descendre ce matin. Un exercice pour s'adapter aux conditions spécifiques de ce type de milieu. On est sur un milieu confiné qui fait que directement c'est très difficile de venir nous chercher si on a un problème. L'air est toujours le même dans une espèce de bouteille, donc très vite on va monter les différents risques du fait de ce milieu confiné. Ce mercredi, ils sont 4 à suivre cette formation, la dernière avant de commencer leur carrière. Maxence a d'abord été soudeur chez les Compagnons du Devoir avant de se tourner vers le métier de cordiste par appétence pour le vide. J'ai cherché des formations qui pourraient me plaire, où il y aurait des sensations fortes, des liens avec la hauteur.
Et je suis tombé sur la formation Cordier. Ça fait 2 ans et j'ai découvert ça et j'ai su que c'était ça qui me plaisait. Attends qu'ils se mettent en position, toi tu es à bosser sur tes cordes. Le reste de la matinée a été dédié à la répétition des gestes à faire pour secourir son binôme si celui-ci venait à s'évanouir. On ne doit pas découvrir une situation au moment où ça se produit, parce que là, avec la montée d'adrénaline, c'est très difficile d'imaginer un plan, donc tout est déjà planifié. Chaque année, ce sont près de 1500 jeunes qui sont formés en France à ce métier. Je vous propose maintenant de vous glisser à l'intérieur des usines de production du groupe Coca-Cola. Ici, près de 36 000 bouteilles en plastique sont produites par heure, ou encore 120 000 canettes. La Provence, notre partenaire, a pu se rendre sur 2 sites de production de la région sud, sans toutefois, vous allez le voir, déceler des secrets de recettes bien gardés au chaud. Écoutons les dirigeants de l'entreprise au micro de notre partenaire de la Provence. La recette du Coca-Cola est gardée de manière très secrète. Et donc, c'est une salle dans laquelle nous produisons les concentrés de Coca-Cola. Et dans cette salle, uniquement quelques opérateurs sur le site sont formés et accrédités pour entrer dans cette salle. Nous allons remplir les contenants. Alors, si on est sur une bouteille plastique comme du PET, on va d'abord souffler la bouteille avant de la remplir et de la bouchonner. Si on est sur une canette, on va recevoir un port de canette, la remplir et déposer le couvercle pour bien sertir et fermer la canette. Et sur une bouteille en verre consignée, nous allons récupérer ce qui est consommé dans les cafés, hôtels, restaurants, laver la bouteille sur place, la re-remplir et la renvoyer une fois avec une capsule. Laissez-moi maintenant vous présenter Lupin. C'est un vautour fauve qui vit dans un parc zoologique près du Mans. Malheureusement, son espèce étant menacée, il doit être réintroduit dans son milieu naturel et partir pour la Bulgarie. Rencontre avec cet animal avant son grand départ. Un moment symbolique capturé par LMTV Sarthe, Colin Ancel. Lupin le vautour, sur son arbre perché, observe à ses pieds tout un remue-ménage. Les soigneurs attentionnés s'apprêtent à en faire leur otage. Pour une bonne raison, il est attendu en Bulgarie pour sa réintroduction. C'est une espèce qui est menacée. Ces programmes ont été réalisés de manière à faire réaugmenter les populations de vautours fauves en Bulgarie. Au printemps de l'année passée, c'est en Sardaigne qu'avait été réintroduit son aîné. Imposant, Lupin est né d'un couple de vautours blessés, confiés par des centres de soins espagnols et portugais. Il a été élevé de A à Z par ses parents, depuis la couvaison jusqu'à son premier envol. Même si c'est le but aussi, il faut d'abord que les conditions soient réunies. Pour la vedette, place à la capture à l'épuisette. Vu que la volière est assez haute, le but c'était de le faire descendre. Donc pour le faire descendre, on a pris une grande perche en bambou et on est allé le titiller gentiment. Et dès qu'il est descendu, on l'a attrapé à l'épuisette. Ça a pris un peu plus de temps que d'habitude. Je pense qu'eux aussi, ils ont vu du monde, ils s'est douté qu'il y avait quelque chose qui se passait. Attrapé et maintenu, bientôt on ne l'y prendra plus. Pour s'envoler, ironie de l'histoire, Lupin va d'abord devoir manger son pain noir. Dans 2 jours, il sera arrivé en Bulgarie, aura une 50aine d'années d'espérance de vie, suffisant pour prolonger sa lignée sans doute, aboutir le travail du parc zoologique de Pécheret, somme toute. Le miel est un produit aux nombreux bienfaits nutritionnels et pour notre santé, il en existe pour tous les goûts. Mais savez-vous les différencier ? En Lorraine, un concours a permis d'élire le meilleur miel de la région. L'analyser, c'est un art où rien n'est laissé au hasard, entre l'aspect, le goût, l'odeur ou encore la texture. Reportage de Moselle TV. Donc là, je suis d'abord sur la partie visuelle. Dans un deuxième temps, je vais ouvrir pour pouvoir sentir le miel. Là, j'ai un miel avec un retour assez boisé, très typique du sapin. Là, on voit qu'il a une viscosité qui est assez lente quand même, donc il est assez onctueux et je vais le goûter. Vous l'avez compris, c'est tout un art d'analyser le miel. Comme Christophe, ils sont une centaine de goûteurs à juger 163 différentes productions provenant de Lorraine. Il reste longtemps en bouche et franchement, on sent vraiment et voilà, à la fin. Et parmi les jurys, ils sont apiculteurs ou tout simplement amateurs de miel. Il y a un jury avec une personne qui est un peu plus à même pour pouvoir nous guider un peu dans nos notations. On peut se baser sur plusieurs critères, en restant le plus objectif possible, même si chacun a ses goûts. Certains préfèrent un miel fort, comme le sapin, d'autres un miel plus doux, comme l'acacia. Il faut aussi penser à la texture et garder en tête que le miel évolue à travers le temps.
On sait que, par exemple, les miels de printemps actuellement sont quasiment tous déjà figés. Un miel de tilleul n'a pas encore commencé à figer, mais figera plus tard dans l'année. Et donc ça va aussi donner des caractéristiques différentes. Mais alors, comment se positionnent les miels mosellans au niveau national? Même s'ils n'ont pas encore d'appellation d'origine protégée, ils sont très bien perçus car l'apiculture est une vraie tradition en Moselle. La biodiversité est très bonne en Moselle, hein. On a un peu tout, vous pouvez le voir, on a 7 miels qui sont présentés, c'est 7 catégories différentes, on va dire 7 types de nectar différents. Et ensuite on a une région où on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire de l'eau et du soleil au printemps et en été. Et cette année, le miel français a eu la chance de voir un beau printemps. Mais un problème subsiste. C'est le frelon asiatique, ça y est, il est installé, il nous crée des soucis, il nous tue les colonies. Au total, on dénombre jusqu'à 15 000 ruches en Moselle, pour un ensemble de 1300 apiculteurs locaux. Et puis c'est un véritable prodige que je vous présente désormais. À seulement 10 ans, Jules est déjà champion de France de puzzle. Une véritable passion pour ce jeune homme qui analyse et trouve la solution avec une rapidité, vous allez le voir, déconcertante, loin devant tous les adultes. Découvrons ses secrets grâce à la dépêche du midi qui a pu le rencontrer. Regardez. La plupart du temps, il faut commencer par les bords. Mais si les bords ils sont tous de la même couleur, c'est mieux de commencer par le reste. J'essaye de regarder toutes les pièces. Je me trie quelques parties. Il est compliqué là. Alors, fini! Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.